Quand on parle des plus grands généraux américains de la Seconde Guerre mondiale, la discussion tourne généralement autour de noms célèbres et de personnalités plus grandes que nature. Mais la réputation ne gagne pas les guerres, ce sont les résultats qui comptent. Dans cette vidéo, nous classons les 5 meilleurs généraux américains de la Seconde Guerre mondiale selon un seul critère. Ce qu'ils ont réellement accompli, les batailles gagnées, les objectifs atteints et l'impact réel sur le cours de la guerre. Leurs histoires sont remplies de décisions brillantes et d'erreurs terribles, de rivalités personnelles et d'amitiés loyales, de controverses et de triomphes. Ces hommes étaient célèbres pour différentes raisons, mais ils ont tous obtenu des résultats quand l'Amérique avait le plus besoin d'eux. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez que YouTube vous recommande plus de contenu comme celui-ci. Et partagez toutes les histoires que vous ou vos proches avez de la Seconde Guerre mondiale dans les commentaires. Très bien. Commençons par le numéro 5. George Marshall, l'architecte de la victoire. George Marshall n'a jamais tiré un coup de feu au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, sans lui, l'Amérique aurait pu perdre la guerre avant même qu'elle ne commence. Quand Marshall est devenu chef d'état-major de l'armée, ce qui a rendu Marshall célèbre, ce n'était pas ses tactiques sur le champ de bataille, mais son approche absolument impitoyable pour transformer l'armée américaine. Il a renvoyé des centaines d'officiers supérieurs qui ne pouvaient pas s'adapter à la guerre moderne. Beaucoup d'entre eux étaient ses amis et collègues de décennies de service. Marshall ne se souciait pas des sentiments blessés ou de la tradition. Si un officier était trop vieux, trop lent ou trop ancré dans une pensée dépassée, Marshall le retirait sans hésitation. Il promouvait de jeunes officiers agressifs par-dessus leurs supérieurs, causant une controverse massive dans tout l'établissement militaire. La décision la plus célèbre de Marshall fut de sélectionner Dwight Eisenhower, un lieutenant-colonel qui n'avait jamais commandé de troupes au combat, et de l'élever pour finalement devenir commandant suprême de toutes les forces alliées en Europe. Les gens pensaient que Marshall était fou, mais ils voyaient quelque chose en Eisenhower que les autres ne voyaient pas. Le génie organisationnel de Marshall est devenu légendaire tout au long de la guerre. Il a personnellement supervisé l'expansion de l'armée de 200 000 à plus de 8 millions de soldats en moins de 4 ans. Il a créé des programmes d'entraînement qui pouvaient transformer des ouvriers d'usine et des garçons de ferme en soldats de combat efficaces en quelques mois plutôt qu'en années. Marshall a établi de nouvelles doctrines militaires, reconstruit la structure de commandement et coordonné la production d'armes et d'équipements à une échelle jamais vue auparavant dans l'histoire humaine. Il travaillait des journées de 18 heures, 7 jours par semaine, gérant chaque aspect de l'expansion militaire américaine. La relation de Marshall avec le président Roosevelt était compliquée et souvent conflictuelle. Roosevelt voulait que Marshall serve comme commandant suprême pour l'invasion du jour J, reconnaissant son génie et voulant qu'il ait la gloire de mener la libération de l'Europe. Marshall a refusé, insistant sur le fait qu'il était plus utile à Washington, gérant l'effort de guerre mondiale. Cette décision a montré le sens célèbre du devoir de Marshall, au-dessus de l'ambition personnelle. Il savait que coordonner des armées à travers 2 océans, gérer la production, l'entraînement et les lignes d'approvisionnement, nécessitait quelqu'un à Washington, pas sur les lignes de front. Roosevelt a finalement accepté, bien qu'il fût déçu que Marshall ne reçoive jamais la gloire du champ de bataille qu'il méritait. La qualité la plus impitoyable de Marshall était son intolérance absolue pour l'échec ou l'incompétence. Quand les généraux sur le terrain faisaient des erreurs, Marshall les retirait immédiatement, indépendamment de leur connexion politique ou de leur réalisation précédente. Il s'est fameusement heurté à Douglas MacArthur, qui voulait plus de ressources pour le théâtre du Pacifique, tandis que Marshall insistait sur une stratégie donnant la priorité à l'Europe. Marshall a gagné cette guerre bureaucratique par pure force de volonté et une pensée stratégique supérieure. Il comprenait que vaincre l'Allemagne nazie devait être la priorité. Même si le public américain était plus intéressé à venger Pearl Harbor, la vision stratégique de Marshall a façonné tout l'effort de guerre américain. Il a poussé pour l'invasion de la France par la Manche quand les dirigeants britanniques voulaient continuer à combattre autour de la périphérie de l'Europe. Il comprenait que seul un assaut direct sur l'Allemagne à travers la France pouvait mettre fin rapidement à la guerre. Churchill et les généraux britanniques ont combattu Marshall sur cette stratégie pendant 2 ans, mais Marshall n'a jamais reculé. Il a menacé de transférer les ressources américaines vers le Pacifique, si les Britanniques ne s'engageaient
pas à envahir la France. C'était un bluff audacieux qui a fonctionné, forçant les Britanniques à accepter l'opération Overlord. Les histoires sur le style de gestion célèbre de Marshall sont devenues légendaires dans les cercles militaires. Il s'asseyait dans des réunions avec des dizaines de généraux et d'amiraux, écoutant leurs propositions et plans. Quand quelqu'un présentait une mauvaise idée, Marshall la démolissait en quelques secondes avec une précision froide et logique qui laissait le présentateur humilié. Les officiers ont appris à venir aux réunions de Marshall surpréparés parce qu'ils trouveraient n'importe quelle faille dans leur raisonnement. Pourtant, Marshall avait aussi une réputation d'équité et de loyauté envers les officiers compétents. Si quelqu'un travaillait dur et obtenait des résultats, Marshall le protégeait des interférences politiques et s'assurait qu'il recevait la reconnaissance méritée. L'œil célèbre de Marshall pour le talent s'étendait au-delà d'Eisenhower. Il a promu George Patton, Omar Bradley, Mark Clark et des dizaines d'autres officiers qui deviendraient de célèbres commandants sur le champ de bataille. Marshall étudiait personnellement le dossier de chaque officier, gardant des notes détaillées sur des milliers d'officiers et leurs capacités. Quand des postes s'ouvraient, Marshall savait exactement qui devait les occuper. Cette attention personnelle à la gestion du personnel signifiait que l'Amérique déployait les meilleurs commandants possibles à chaque niveau de l'armée. La relation de Marshall avec le Congrès était un autre domaine où son efficacité impitoyable se manifestait. Il a témoigné devant des comités du Congrès des centaines de fois pendant la guerre, toujours préparé avec des faits et des chiffres exacts. Quand les politiciens essayaient de micro-gérer les décisions militaires ou de pousser des projets favoris qui gaspilleraient des ressources, Marshall les arrêtait avec une efficacité dévastatrice. Il n'avait aucune patience pour les jeux politiques quand des vies américaines étaient en jeu. Les sénateurs et les représentants ont appris qu'essayer de manipuler Marshall était inutile, alors la plupart d'entre eux lui donnaient tout simplement ce qu'il demandait. L'ampleur de l'accomplissement de Marshall devient claire quand on considère les chiffres. Il a construit une armée qui est passée de 200 000 à 8 millions de soldats. Il a supervisé la production de millions de fusils, de milliers de chars et d'avions, et d'innombrables tonnes de munitions et de fournitures. Il a coordonné l'entraînement de ces millions d'hommes, la construction de centaines de bases militaires et le développement de nouvelles armes et tactiques. Marshall a géré le déploiement des forces américaines en Europe, en Afrique du Nord, dans le Pacifique, en Chine et dans des dizaines d'autres endroits à travers le monde. Il a fait tout cela tout en maintenant le contrôle civil de l'armée et en travaillant dans le système démocratique américain. Après la guerre, la compétence célèbre de Marshall a conduit le président Truman à l'envoyer en Chine pour essayer de négocier la paix entre les nationalistes et les communistes. Marshall a passé 1 an en Chine à essayer d'empêcher une guerre civile. Mais même ses compétences n'ont pas pu surmonter la haine profonde entre les deux factions chinoises. Marshall est retourné en Amérique frustré par son échec. L'une des rares fois dans sa carrière où il n'a pas pu accomplir sa mission. La plus grande réalisation d'après-guerre de Marshall fut le plan Marshall qui a reconstruit l'Europe et empêché le continent de sombrer dans le chaos et potentiellement le communisme. Marshall comprenait que gagner la paix était tout aussi important que gagner la guerre. Il a convaincu le Congrès de dépenser des milliards de dollars pour reconstruire d'anciens ennemis, une position controversée à laquelle de nombreux Américains s'opposaient. Marshall a argumenté qu'une Europe stable et prospère était essentielle pour la sécurité américaine. Et l'histoire lui a donné raison. Le plan Marshall est devenu l'une des initiatives de politique étrangère les plus réussies de l'histoire américaine, créant les fondations de décennies de paix et de prospérité en Europe occidentale. L'héritage de Marshall en tant qu'architecte de la victoire américaine dans la Seconde Guerre mondiale reste assuré. Sans son génie organisationnel, sa gestion impitoyable du personnel et sa vision stratégique, les États-Unis n'auraient pas pu mobiliser leurs vastes ressources assez efficacement pour gagner la guerre. Il n'a jamais reçu la gloire publique dont jouissaient les commandants sur le champ de bataille. Mais chaque victoire américaine dans la guerre remontait aux décisions que Marshall avait prises à Washington. Son efficacité célèbre, sa logique froide et son dévouement absolu au devoir l'ont rendu indispensable à la victoire alliée. Maintenant, au numéro 4, nous avons Douglas MacArthur, le commandant suprême du Pacifique. Douglas MacArthur était déjà une figure légendaire avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
et il allait devenir l'un des généraux les plus controversés et célèbres de l'histoire américaine pendant le conflit. MacArthur avait reçu la Medal of Honor pendant la Première Guerre mondiale, avait servi comme surintendant de West Point et commandé les forces américaines aux Philippines avant le début de la guerre. Il avait un ego massif, un goût pour les déclarations dramatiques et une croyance inébranlable en son propre génie. MacArthur avait aussi l'esprit stratégique et la détermination impitoyable pour soutenir son arrogance par des résultats. Quand les Japonais ont attaqué les Philippines en décembre 1941, les forces de MacArthur ont été prises au dépourvu malgré des heures d'avertissement après l'attaque de Pearl Harbor. Son aviation a été détruite au sol et les troupes japonaises ont rapidement envahi la plupart des îles. MacArthur s'est replié sur la péninsule de Bataan avec ses forces restantes, menant une défense désespérée pendant des mois. En attendant des renforts qui ne viendraient jamais, le président Roosevelt a ordonné à MacArthur d'évacuer vers l'Australie, laissant ses hommes derrière pour se rendre aux Japonais. MacArthur détestait abandonner ses troupes, et alors qu'il quittait les Philippines en vedette lance-torpille, il fit sa célèbre déclaration « Je reviendrai ». La plupart des dirigeants militaires pensaient en fait que c'était de la propagande vide, mais MacArthur pensait chaque mot. La personnalité célèbre de MacArthur le rendait difficile à côtoyer, mais impossible à ignorer. Il se référait à lui-même à la troisième personne, mettait en scène des photographies pour paraître héroïque et publiait des communiqués de presse grandiloquents sur ses accomplissements. Il gardait un personnel de relations publiques personnel pour gérer son image et s'affrontait régulièrement avec Washington quand il n'obtenait pas les ressources qu'il exigeait. MacArthur croyait que le théâtre du Pacifique devait être la priorité des forces américaines, tandis que Marshall et Roosevelt insistaient pour vaincre l'Allemagne d'abord. Ce désaccord fondamental a créé des tensions tout au long de la guerre, MacArthur se battant constamment pour plus de troupes, de navires et de fournitures. Malgré ces batailles bureaucratiques, MacArthur a développé l'un des concepts stratégiques les plus brillants de toute la guerre, le saut d'île en île. Au lieu d'attaquer chaque île tenue par les Japonais dans le Pacifique, MacArthur a proposé de contourner les fortifications les plus fortes et de capturer des îles qui couperaient les lignes d'approvisionnement japonaises et fourniraient des bases pour avancer vers le Japon. Cette stratégie a sauvé d'innombrables vies américaines et accéléré le rythme de la campagne du Pacifique. Les garnisons japonaises sur les îles contournées mouraient lentement de faim, sans approvisionnement, devenant sans importance pour l'effort de guerre. Tandis que les forces américaines sautaient au-delà d'elles vers les îles japonaises, le premier test majeur de cette stratégie pour MacArthur est venu en Nouvelle-Guinée, où les forces japonaises contrôlaient la côte nord et menaçaient l'Australie. MacArthur a mené une série de débarquements amphibies le long de la côte. Contournant les points forts japonais et coupant leurs lignes d'approvisionnement, les Japonais s'attendaient à des assauts frontaux sur leurs positions préparées. Mais les forces de MacArthur débarquèrent derrière eux, forçant les Japonais à abandonner leurs fortifications ou à être encerclés. Cette campagne a pris 2 ans de combats brutaux dans la jungle, mais MacArthur a constamment surpassé les commandants japonais et les a repoussés vers les Philippines. Les histoires de la bravoure personnelle de MacArthur sont devenues légendaires pendant la campagne de Nouvelle-Guinée. Il allait souvent à terre avec les troupes d'assaut, marchant sur les plages sous le feu ennemi pour inspecter les positions et remonter le moral. MacArthur semblait totalement intrépide sous le feu, ne se mettant jamais à couvert tandis que les balles sifflaient près de lui. Certains officiers pensaient que c'était de l'esbrouf téméraire, mais les simples soldats adoraient voir leur commandant partager leurs dangers. MacArthur comprenait le pouvoir de l'exemple personnel et l'utilisait impitoyablement pour inspirer ses troupes. Les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 ont empêché MacArthur de mener l'invasion du Japon qu'il planifiait depuis des mois. MacArthur avait des sentiments mitigés sur les bombes atomiques, reconnaissant qu'elles avaient sauvé des centaines de milliers de vies américaines et japonaises, qui auraient été perdues dans une invasion, mais se sentant aussi privé de la bataille culminante qui aurait couronné sa campagne du Pacifique. Quand le Japon s'est rendu, MacArthur a été choisi pour accepter la reddition et diriger l'occupation, des rôles qui convenaient parfaitement à ses talents. L'acceptation par MacArthur de la reddition japonaise à bord de l'USS Missouri est devenue un autre moment de théâtre soigneusement mis en scène. Il a prononcé un discours sur la paix et la réconciliation,
tandis que les officiels japonais se tenaient humiliés devant lui, signant des documents qui mettaient fin à leur empire. MacArthur est ensuite devenu le dirigeant de facto du Japon, exerçant plus de pouvoir que l'empereur lui-même. Ces politiques d'occupation ont transformé la société japonaise, introduisant des réformes démocratiques, les droits des femmes, la redistribution des terres et une nouvelle constitution qui renonçait à la guerre. Le succès de MacArthur au Japon est devenu sa plus grande réalisation, prouvant que sa vision stratégique s'étendait au-delà de gagner des batailles pour construire une paix durable. Maintenant, au numéro 3, nous avons Omar Bradley, le général des soldats. Omar Bradley était l'opposé de MacArthur à presque tous les égards. Pourtant, il est devenu l'un des généraux américains les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale, grâce à une compétence tranquille et une planification soigneuse plutôt que des gestes dramatiques et de l'autopromotion. Bradley a commandé plus de troupes américaines que tout autre général pendant la guerre, menant le 12e groupe d'armées à travers le nord-ouest de l'Europe, avec plus d'1 million d'hommes sous son commandement. Son surnom, le général des soldats, reflétait sa réputation de se soucier du bien-être de ses troupes et de minimiser les pertes chaque fois que possible. L'attention célèbre de Bradley aux détails et son style de planification méthodique ont produit des victoires constantes sans les percées spectaculaires qui faisaient les gros titres. Mais son approche régulière a usé la résistance allemande et libéré l'Europe occidentale. L'ascension de Bradley au haut commandement est venue grâce au patronage de son camarade de West Point, Dwight Eisenhower, qui a reconnu les talents de Bradley et l'a promu rapidement à travers les commandements de corps et d'armée. Avant la Seconde Guerre mondiale, Bradley n'avait jamais commandé de troupes au combat et avait passé la majeure partie de sa carrière dans des postes d'entraînement et d'état-major. Quand Eisenhower a donné à Bradley le commandement du 2e corps en Afrique du Nord après le désastre de Kasserine, de nombreux officiers doutaient que cet officier d'état-major tranquille puisse restaurer l'esprit combatif américain. Bradley a prouvé que les sceptiques avaient tort en mettant en œuvre des normes d'entraînement strictes, en améliorant la coordination entre l'infanterie et les blindés et en visitant personnellement les unités de première ligne pour évaluer leur état de préparation. Le réalisme célèbre de Bradley sur l'efficacité au combat américaine le distinguait des généraux plus optimistes. Il comprenait que les troupes américaines avaient besoin de temps pour développer les compétences de combat que les soldats allemands avaient apprises à travers des années de combat. Bradley refusait d'ordonner des attaques qui gaspilleraient des vies sans atteindre d'objectifs significatifs. Même quand cette prudence frustrait ses supérieurs qui voulaient des résultats plus rapides pendant la campagne de Tunisie, Bradley a soigneusement reconstruit le 2e corps en une force de combat efficace, apprenant des tactiques allemandes et améliorant la coordination américaine et les opérations interarmes. Quand le 2e corps est finalement reparti à l'attaque, ils ont combattu efficacement et capturé leurs objectifs avec des pertes acceptables. Le succès de Bradley en Afrique du Nord a convaincu Eisenhower de lui donner le commandement de la première armée pour l'invasion du jour J. Bradley a passé des mois à planifier chaque détail des débarquements américains sur les plages d'Omaha et de Utah, coordonnant avec les commandants de la marine et de l'armée, de l'air, pour fournir un soutien maximum aux troupes d'assaut. La planification pour la plage d'Omaha est devenue controversée parce que Bradley savait que les défenses de la plage étaient formidables. Mais les échecs du renseignement ont empêché les Américains de réaliser à quel point les fortifications allemandes étaient devenues fortes. Quand les débarquements ont commencé, la plage d'Omaha s'est transformée en un cauchemar de mort et de chaos qui a failli échouer. Les histoires du jour J se concentrent sur la bravoure de l'infanterie qui a pris d'assaut la plage d'Omaha, mais le rôle de Bradley dans le sauvetage du débarquement est souvent négligé. Alors que les rapports revenaient sur le désastre qui se déroulait à Omaha, certains commandants ont suggéré d'abandonner la plage et de détourner les vagues de suivi vers la plage d'Utah ou les secteurs britanniques. Bradley a refusé d'envisager la retraite, insistant sur le fait que les troupes sur Omaha devaient être renforcées et soutenues, quel qu'en soit le coût. Bradley a personnellement coordonné le soutien de tir naval, envoyant des destroyers directement sur la plage pour détruire les positions allemandes à bout portant. Il a ordonné aux ingénieurs de combat de percer des brèches à travers les obstacles de plage sous le feu et il a poussé les unités de réserve sur Omaha malgré les pertes horribles. La détermination de Bradley à tenir la plage d'Omaha, combinée au courage extraordinaire des troupes sur le terrain,
a finalement sécurisé la tête de pont. Après le jour J, Bradley a fait face au défi frustrant de percer hors de Normandie à travers le pays de bocage dense du nord de la France. Le terrain de bocage donnait tous les avantages aux défenseurs allemands qui pouvaient se cacher dans les haies épaisses et tendre des embuscades aux unités américaines avançant par des chemins étroits. Les armées de Bradley ont fait des progrès lents et pénibles mesurés en champs et villages, plutôt qu'en kilomètres, subissant de lourdes pertes pour des gains minimes. Les critiques arguent que Bradley était trop prudent et aurait dû concentrer ses forces pour des attaques de percée massives. Bradley insistait sur le fait que le bocage rendait de telles attaques impossibles et qu'une pression méthodique sur tout le front finirait par craquer les défenses allemandes. La modestie célèbre de Bradley l'empêchait de s'attribuer le mérite des victoires et le rendait presque invisible pour le public américain comparé à des généraux plus flamboyants comme Patton et MacArthur. Bradley tenait peu de conférences de presse et faisait des déclarations génériques qui faisaient de mauvais articles de journaux. Il refusait de mettre en scène des moments dramatiques ou de cultiver les journalistes, croyant que les résultats devaient y parler d'eux-mêmes. Cette attitude lui a valu le respect d'autres officiers professionnels, mais signifiait que Bradley n'a jamais reçu la reconnaissance publique que ses réalisations méritaient. Après la guerre, Bradley est devenu chef d'état-major de l'armée, et plus tard le premier président des chefs d'état-major interarmées, servant à ce poste pendant la guerre de Corée. La prudence célèbre de Bradley a influencé ses conseils pendant la guerre de Corée, où il a argumenté contre les propositions de MacArthur d'étendre la guerre à la Chine. Bradley a fameusement témoigné qu'attaquer la Chine serait la mauvaise guerre au mauvais endroit, au mauvais moment et avec le mauvais ennemi. Cette déclaration a capturé la sagesse stratégique de Bradley et sa compréhension que la force militaire devait servir des objectifs politiques, pas simplement poursuivre des victoires militaires indépendamment des conséquences. L'héritage de Bradley dans la Seconde Guerre mondiale repose sur son efficacité constante plutôt que sur des batailles individuelles spectaculaires. Il commanda plus de troupes américaines que tout autre général et les mena de la Normandie au cœur de l'Allemagne avec une compétence régulière. Son style méthodique sauva des vies américaines tout en usant la résistance allemande et en atteignant les objectifs stratégiques. Les historiens professionnels classent Bradley parmi les meilleurs généraux américains pour son approche équilibrée qui combinait une planification minutieuse avec une exécution agressive lorsque les opportunités se présentaient. Très bien. À la deuxième place se trouve George Patton, le maître de la guerre mobile. George Patton fut le commandant tactique le plus agressif, controversé et efficace que l'Amérique produisit pendant la Seconde Guerre mondiale. Un général dont la personnalité était aussi explosive que ses succès sur le champ de bataille, Patton croyait en la vitesse, la violence et l'action offensive incessante, des doctrines qui le rendirent légendaire parmi ses troupes et craint par ses ennemis. Son tempérament notoire, son langage vulgaire et sa confiance en soi absolue le rendaient difficile à contrôler pour ses supérieurs. Mais personne ne pouvait nier que Patton obtenait des résultats. Quand la 3e armée de Patton devint opérationnelle en France après la percée de Normandie, elle parcourut des centaines de kilomètres en quelques semaines, libérant du territoire plus vite que n'importe quelle armée de l'histoire et détruisant les forces allemandes trop lentes pour s'échapper. La philosophie de guerre de Patton était simple: attaquer, continuer d'attaquer, et quand l'ennemi commence à céder, attaquer encore plus fort. Il n'avait aucune patience pour la préparation minutieuse ou les avances méthodiques, croyant que la vitesse et l'agressivité sauveraient plus de vies que la prudence ne le pourrait jamais. Patton disait à ses officiers que la façon de prévenir les pertes américaines était de faire mourir l'ennemi pour son pays. Et la 3e armée suivit cette doctrine impitoyablement. La réputation notoire de Patton précéda son arrivée en Angleterre, pour préparer le jour J. Il avait commandé les forces américaines en Afrique du Nord et en Sicile, où ses tactiques agressives et ses succès sur le champ de bataille furent éclipsés par 2 incidents où il gifla des soldats traumatisés qu'il croyait être des lâches. Eisenhower faillit renvoyer Patton chez lui en disgrâce, mais l'armée allemande craignait Patton plus que tout autre général américain, alors Eisenhower le garda en Europe. Les Allemands croyaient que Patton commanderait l'invasion du jour J et concentrèrent leurs forces face au groupe d'armées fantômes, que Patton dirigeait supposément dans le sud-est de l'Angleterre. Cette opération de déception aida le débarquement du jour J à réussir parce que les renforts allemands furent retenus, en attendant l'invasion inexistante de Patton. Après le jour J,
Patton prit le commandement de la 3e armée et attendit impatiemment la percée hors de Normandie. Quand l'opération Cobra perça les lignes allemandes, fin juillet 1944, Patton déchaîna la 3e armée dans une chevauchée à travers la France, qui stupéfia tout le monde, y compris ses propres supérieurs. La 3e armée fonça en Bretagne, pivota vers l'est en direction de Paris, puis tourna vers le sud et l'est à nouveau, couvrant des centaines de kilomètres en quelques semaines, tout en détruisant ou capturant des dizaines de milliers de soldats allemands. Les chars de Patton avançaient si vite qu'ils dépassèrent leur ligne de ravitaillement, mais Patton continua de pousser en avant, arguant qu'une armée en mouvement était plus difficile à arrêter qu'une armée attendant que les approvisionnements la rattrapent. Les histoires sur le style de commandement personnel de Patton devinrent légendaires dans toute la 3e armée. Il apparaissait au front sans prévenir, exigeant de savoir pourquoi les unités n'avançaient pas plus vite, menaçant de relever les commandants qui montraient la moindre hésitation, et dirigeant personnellement les embouteillages au passage de rivière, tout en insultant les soldats pour qu'ils bougent plus vite. Patton portait des revolvers à crosse nacrée et un casque si brillant qu'on pouvait le repérer à des kilomètres, faisant de lui-même une cible pour inspirer ses troupes par son intrépidité. Les soldats racontaient des histoires sur Patton restant debout à découvert pendant les bombardements d'artillerie, refusant de se mettre à couvert parce qu'il croyait que s'il montrait de la peur, ses hommes en feraient autant. Certains officiers pensaient que c'était du théâtre imprudent, mais la 3e armée adorait Patton et se poussait au-delà de l'épuisement pour répondre à ses exigences. La relation notoire de Patton avec Omar Bradley créa une tension constante dans la structure de commandement. Patton était plus âgé et plus expérimenté que Bradley, avait été le supérieur de Bradley plus tôt dans la guerre, et croyait qu'il devrait commander Bradley plutôt que de servir sous ses ordres. Patton ne cachait pas son mépris pour l'approche prudente et méthodique de Bradley, qualifiant Bradley de timide et sans imagination dans des conversations privées qui parvenaient parfois aux oreilles de Bradley. Pourtant, Patton respectait aussi l'autorité de Bradley et suivait les ordres même quand il n'était pas d'accord, bien qu'il argumentât avec véhémence pour obtenir la permission de prendre des risques que Bradley n'approuverait pas. La libération de la France mit en valeur Patton à son meilleur, avec la 3e armée avançant si rapidement que les forces allemandes ne pouvaient pas établir de ligne défensive. Patton attaquait continuellement jour et nuit, ne donnant jamais à l'ennemi le temps de se reposer ou de se réorganiser. Quand les unités allemandes essayaient de battre en retraite, les chars de Patton leur coupaient la route, forçant des milliers de prisonniers à se rendre ou à mourir en essayant de s'échapper. La 3e armée libéra plus de territoires français en août 1944 que toutes les autres armées alliées réunies. Un exploit qui fit de Patton un héros pour le peuple français et restaura la foi française dans les prouesses militaires américaines. L'exploitation impitoyable du succès par Patton signifiait que les forces allemandes en France n'eurent jamais la chance de former une ligne défensive cohérente jusqu'à ce que la 3e armée atteigne les frontières de l'Allemagne elle-même. La crise d'approvisionnement en septembre 1944 stoppa l'avance de Patton et créa l'une des controverses les plus amères de la guerre. Avec des lignes de ravitaillement étirées à travers la France, il n'y avait pas assez de carburant et de munitions pour maintenir toutes les armées alliées en avance simultanément. Le maréchal britannique Montgomery proposa une poussée concentrée dans le nord, vers la région industrielle de la Ruhr en Allemagne, ce qui nécessitait de donner la priorité des approvisionnements à Montgomery. Bradley voulait avancer sur un front large avec les armées américaines au centre et au sud, ce qui partagerait les approvisionnements limités entre plusieurs armées. Patton plaida passionnément pour donner à la 3e armée tous les approvisionnements disponibles et le laisser foncer droit en Allemagne, arguant qu'il pourrait mettre fin à la guerre avant Noël s'il recevait la priorité logistique. Les déclarations notoires de Patton sur la politique d'après-guerre causèrent des controverses majeures pendant l'occupation de l'Allemagne. Patton croyait que l'Allemagne devrait être reconstruite rapidement pour servir de rempart contre l'expansion soviétique. Et il pensait que les anciens membres du parti nazi, qui n'étaient pas des criminels de guerre, devraient être autorisés à occuper des postes administratifs parce qu'ils avaient l'expertise nécessaire pour reconstruire l'infrastructure allemande. Ces déclarations indignèrent le public américain et les politiciens qui exigeaient une punition sévère de quiconque était associé au régime nazi. Patton fit aussi des déclarations suggérant que les États-Unis devraient combattre l'Union soviétique immédiatement pendant que les forces américaines étaient encore en Europe et avant que les soviétiques ne puissent consolider leur contrôle sur l'Europe de l'Est. Ces remarques
considéré comme de l'insubordination et possiblement de la trahison, conduisant Eisenhower à relever Patton du commandement de la 3e armée en octobre 1945. La mort de Patton en décembre 1945, des suites de blessures subies dans un accident de voiture mineur, mit fin à sa carrière et déclencha des théories du complot qui persistent à ce jour. Certaines personnes croyaient que Patton avait été assassiné parce que ses déclarations sur les soviétiques et la politique d'après-guerre le rendaient politiquement dangereux. La plupart des historiens rejettent ces théories comme infondées, mais elles démontrent à quel point Patton restait controversé même après sa mort. L'héritage de Patton, comme le plus grand commandant tactique américain de la Seconde Guerre mondiale, est assuré malgré ses défauts personnels et ses controverses politiques. Son leadership agressif, son courage personnel et sa brillance opérationnelle produisirent des résultats qui parlent souvent plus fort que toute critique de sa personnalité. Et maintenant, la première place revient à Dwight Eisenhower, le commandant suprême. Dwight Eisenhower commanda plus de puissance militaire que toute autre personne dans l'histoire humaine jusqu'à ce moment, servant comme commandant suprême des forces alliées en Europe et dirigeant l'invasion et la libération de l'Europe occidentale de l'Allemagne nazie. Ce qui rendit l'accomplissement d'Eisenhower remarquable n'était pas seulement de gagner des batailles, mais de maintenir ensemble une coalition querelleuse d'armées de multiples nations, avec différentes priorités stratégiques, rivalités nationales et commandants concurrents aux égos massifs. Les compétences diplomatiques et l'acuité politique d'Eisenhower étaient aussi importantes que son jugement militaire, parce que maintenir les Alliés unis et concentrés sur la défaite de l'Allemagne nécessitait une négociation et des compromis constants. La capacité notoire d'Eisenhower à aplanir les conflits et trouver des compromis qui gardaient tout le monde travaillant ensemble devint la clé de la victoire alliée en Europe. Avant la Seconde Guerre mondiale, Eisenhower n'avait jamais commandé de troupes au combat et semblait destiné à une carrière dans des postes d'état-major et des commandements d'entraînement. George Marshall reconnut le talent d'Eisenhower pour la planification et l'organisation, le promouvant rapidement de lieutenant-colonel en 1941 à général 5 étoiles en 1944, sautant par-dessus des centaines d'officiers plus anciens. Marshall envoya Eisenhower à Londres pour commander les forces américaines en Europe, puis le nomma commandant de l'invasion de l'Afrique du Nord, et finalement le sélectionna comme commandant suprême pour l'opération Overlord, l'invasion de la Normandie. Chaque promotion propulsa Eisenhower vers de plus grandes responsabilités avec des enjeux plus élevés. Et chaque fois, Eisenhower dépassa les attentes par le travail acharné, l'habileté politique et un jugement militaire sûr. Le commandement d'Eisenhower lors de l'invasion de l'Afrique du Nord lui enseigna des leçons brutales sur la guerre de coalition et la difficulté de commander des forces alliées avec différentes priorités nationales. Les généraux britanniques doutaient de l'efficacité au combat américaine après l'humiliation de la passe de Kasserine, où les forces allemandes détruisirent une division blindée américaine en Tunisie. Eisenhower dut reconstruire la crédibilité américaine tout en gérant la condescendance britannique et en coordonnant les opérations avec les forces françaises libres, qui avaient leurs propres agendas politiques. La campagne d'Afrique du Nord avança lentement et causa plus de pertes que prévu, mais Eisenhower apprit des leçons inestimables sur les opérations amphibies, les défis logistiques et la gestion de subordonnés difficiles. Quand les forces allemandes et italiennes en Afrique du Nord se rendirent finalement en mai 1943, Eisenhower s'était transformé d'un commandant de théâtre inexpérimenté en un leader confiant capable d'orchestrer des opérations complexes impliquant de multiples nations. L'invasion de la Sicile en juillet 1943 présenta à Eisenhower l'un de ses subordonnés les plus difficiles, le maréchal britannique Bernard Montgomery. Montgomery était brillant, vaniteux, prudent et ouvertement méprisant de la compétence militaire américaine. Il ignorait régulièrement les ordres d'Eisenhower, changeait les plans opérationnels sans permission et critiquait publiquement les généraux américains. La patience notoire d'Eisenhower avec Montgomery devint légendaire, alors qu'il tolérait du général britannique un comportement qui aurait mis fin à la carrière de n'importe quel officier américain. Eisenhower comprenait que Montgomery était politiquement intouchable à cause de sa popularité en Grande-Bretagne, et il calcula que gérer l'ego de Montgomery était préférable à créer une crise dans l'unité alliée. La planification du jour J
démontra la capacité d'Eisenhower à synthétiser les conseils de dizaines d'experts et de commandants en un plan opérationnel cohérent. Chaque aspect de l'invasion nécessitait une coordination minutieuse. Le bombardement naval, les bombardements aériens, les largages aéroportés, les débarquements amphibies, le soutien logistique, les opérations de déception et les renforts de suivi devaient tous s'imbriquer parfaitement ou l'invasion échouerait. Eisenhower assembla un état-major de planificateurs brillants et leur donna l'autorité de régler les détails pendant qu'ils se concentraient sur les décisions stratégiques et la gestion de la coalition. La décision la plus cruciale qu'Eisenhower prit concernant le jour J fut de choisir le 6 juin 1944 comme date d'invasion après qu'une tempête eut forcé le report de la date originale du 5 juin. Les prévisionnistes météo prédisaient une brève accalmie dans la tempête le 6 juin, mais les conditions seraient encore marginales, avec une mer agitée, des vents forts et des nuages bas. Certains commandants pressèrent Eisenhower de reporter à nouveau et d'attendre un meilleur temps. Mais Eisenhower savait qu'attendre pourrait signifier un délai de plusieurs semaines et manquer les conditions de marée idéales. Eisenhower seul prit la décision de procéder, acceptant l'entière responsabilité de ce qui pourrait devenir un échec catastrophique. Son fameux message préparé en cas d'échec disait « Les troupes, l'aviation et la marine ont fait tout ce que la bravoure et le dévouement au devoir pouvaient faire. Si un blâme ou une faute s'attache à cette tentative, c'est le mien seul. » La bataille des Ardennes devint le plus beau moment d'Eisenhower comme commandant suprême. Quand les forces allemandes attaquèrent à travers les Ardennes, Eisenhower saisit immédiatement la situation stratégique et commença à déplacer les réserves pour contenir la pénétration. Il convoqua une réunion avec ses commandants à Verdun et leur dit d'arrêter de penser défensivement et de commencer à planifier des contre-attaques, donnant le ton de la réponse alliée. La décision controversée d'Eisenhower de donner à Montgomery le commandement temporaire des forces américaines au nord du saillant allemand privilégia l'efficacité militaire sur la fierté américaine, montrant sa volonté de prendre des décisions impopulaires quand c'était nécessaire. Le comportement insupportable de Montgomery pendant et après la bataille, où il laissa entendre que les forces britanniques avaient sauvé les Américains du désastre, rendit furieux les généraux américains et faillit détruire l'unité alliée. Eisenhower passa des semaines à aplanir la controverse et à empêcher son commandement de se fracturer sur des rivalités nationales. La poussée vers l'Allemagne, en 1945, démontra le jugement stratégique d'Eisenhower quand il décida de ne pas foncer vers Berlin, mais plutôt de se concentrer sur la destruction des armées allemandes et la jonction avec les forces soviétiques sur l'Elbe. Churchill et de nombreux généraux américains voulaient capturer Berlin avant les soviétiques, mais Eisenhower argua que Berlin était un objectif politique sans valeur militaire et ne valait pas les pertes qu'il coûterait. Il croyait aussi que les accords conclus à Yalta, attribuant Berlin à la zone d'occupation soviétique, signifiaient que les forces américaines devraient se retirer de la ville après l'avoir capturée, rendant l'effort inutile. L'histoire a débattu si la décision d'Eisenhower était stratégiquement saine ou politiquement naïve. Mais il fit ce choix basé sur sa compréhension des accords politiques de l'Alliance et des priorités militaires. Les conflits notoires d'Eisenhower avec Churchill sur la stratégie définirent leur relation tout au long de la guerre. Churchill préconisait constamment des opérations méditerranéennes et des avances à travers l'Italie ou les Balkans, essayant d'empêcher la domination soviétique de l'Europe de l'Est. Eisenhower insistait sur le fait que l'invasion transmanche de la France et l'approche directe vers l'Allemagne offraient le chemin le plus rapide vers la victoire. Ces désaccords stratégiques reflétaient différentes priorités nationales. La Grande-Bretagne essayant de préserver son empire et de limiter l'expansion soviétique. Tandis que l'Amérique se concentrait sur la défaite de l'Allemagne aussi rapidement que possible, Eisenhower réussit à maintenir sa vision stratégique, tout en préservant l'alliance anglo-américaine, par une négociation patiente et des compromis sur les questions secondaires. La fin de la guerre en Europe arriva le 8 mai 1945 quand l'Allemagne se rendit sans condition. Eisenhower avait orchestré la libération de l'Europe occidentale, détruit l'armée allemande et maintenu ensemble une coalition qui menaça de se fracturer des dizaines de fois. Son accomplissement dans l'équilibre entre nécessité militaire et réalité politique fit de lui l'homme indispensable de la guerre européenne. Très bien, ces 5 généraux représentent le meilleur que l'Amérique avait à offrir pendant la Seconde Guerre mondiale, chacun apportant des talents uniques qui contribuèrent à la victoire finale.
Marshall construisit la machine qui gagna la guerre, transformant l'Amérique d'une puissance militaire mineure en une force imparable. La stratégie de saute-mouton insulaire de MacArthur révolutionna la guerre du Pacifique et sauva d'innombrables vies tout en vainquant le Japon. Le leadership régulier de Bradley et son souci de ses soldats firent de lui le roc sur lequel la libération de l'Europe occidentale fut construite. La brillance agressive de Patton et ses avances fulgurantes montrèrent au monde ce que les forces blindées américaines pouvaient accomplir quand elles étaient menées par un génie tactique. Et Eisenhower maintint tout ensemble, gérant les égaux et les coalitions, tout en orchestrant la défaite de l'Allemagne nazie. Chaque homme avait des défauts et fit des erreurs, mais leurs résultats parlent plus fort que toute critique. Ensemble, ces 5 généraux menèrent l'Amérique et ses alliés à la victoire, dans le plus grand conflit de l'histoire humaine. Leurs héritages continuent d'influencer la pensée militaire et les principes de leadership aujourd'hui, nous rappelant que gagner des guerres nécessite non seulement du courage et de la puissance de feu, mais aussi une vision stratégique, une brillance organisationnelle, une habileté diplomatique, une exécution agressive et une compétence régulière. La Seconde Guerre mondiale exigea toutes ces qualités et l'Amérique eut la chance d'avoir des généraux qui les possédaient quand le monde en avait le plus besoin. Très bien, dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous d'accord ? Et quelles sont vos réflexions sur ce classement ?